La grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, plus le président de la République française Emmanuel Macron, sont convenus de la mise en place d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. C'était le dimanche 2 juillet dernier au palais de Koulouba lors du sommet extraordinaire du G5 Sahel. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont examiné lors de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a enregistré la participation du président français Emmanuel Macron, le déploiement de la force conjointe du G5 Sahel et les trafics en tout genre dans le Sahel, ainsi que la question de l'immigration clandestine. Pour nous, c'est un sommet qui est le bienvenu, en ce sens que ça montre l'engagement des pays du G5 Sahel avec leur partenaire de premier plan qui est la France. Et pour nous, au niveau de l'aménagement, c'est un renfort en plus. Pour nous, au niveau de l'aménagement, il y a une prise de conscience réelle au niveau de la sous-région et que ça ne peut que nous encourager à encore mieux faire. Je pense que c'est une excellente chose pour la sécurité, non seulement au Mali, mais dans l'ensemble de la sous-région. Nous avons aujourd'hui la chance et l'opportunité d'avoir la France à nos côtés et que le président Macron se déplace pour venir jusqu'ici est quand même un signe très encourageant. Donc je pense que nos pays ont compris maintenant qu'il faut lutter contre un ennemi qui n'est pas un ennemi ordinaire, comme l'a dit le président Macron. Ce n'est pas une guerre, il veut nous imposer une guerre, mais ce n'est pas une guerre parce qu'eux ne sont pas des guerriers. C'est des gens qui ne respectent rien, qui ne respectent aucune règle, mais qui sont déterminés à faire disparaître notre civilisation. Donc il y a une guerre implacable à mener contre ces gens-là et la seule façon, c'est de s'organiser, d'être ensemble, c'est l'unité de tout le monde ensemble. Ce sommet extraordinaire de Bamako s'est aussi penché sur le financement de la force conjointe du G5 Sahel. À ce propos, l'Union européenne a promis 50 millions d'euros. Une symbolique, un invité de marque, qui est le président de la République française Emmanuel Macron, comme pour dire la France est toujours à nos côtés. Aux côtés du Mali, mais au-delà, aux côtés de tous les pays du Sahel. Ce que les Maliens aujourd'hui défendent par rapport à l'insécurité, ce n'est pas seulement que pour le Mali. C'est aussi les intérêts de tous les pays de la sous-région. C'est encore les intérêts de la France. D'où une synergie entre les pays du G5 Sahel et la France. Au cours de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État du G5 Sahel et le chef d'État français Emmanuel Macron ont abordé d'importantes questions relatives aux défis et menaces sécuritaires dans l'espace sahélien, en identifiant les pistes d'un partenariat renforcé entre la France et les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. La situation sécuritaire dans le Sahel est caractérisée par une sédimentation de la menace terroriste qui s'appuie sur des ramifications transfrontalières à travers différents groupes dotés d'importants moyens militaires, logistiques et financiers, entretenant entre eux des liens complexes de rivalité et de collusion et faisant preuve d'une grande capacité de résilience en dépit des coups reçus depuis le déclenchement de l'opération Serval et poursuivi à merveille par Barkhane et des actions des FAMA, des Fatim et des armées ouest-africaines. La recrudescence des attaques terroristes qui en résultent, les trafics tous genres, y compris des êtres humains, la drogue, font peser de grandes menaces sur la paix et la stabilité dans le Sahel, avec son lot quotidien de morts, de blessés et de dégâts matériels. Cette situation menace l'existence de nos États et la cohésion sociale qui a toujours caractérisé les relations entre nos communautés. Derrière cet acronyme du G5, il y a une dynamique, un mouvement profond que la France est fière aujourd'hui d'accompagner.
Le G5 Sahel est davantage qu'une initiative de coopération régionale. C'est une communauté soudée, déterminée, face à un même défi. Les 5 pays que vous représentez, mais aussi la France, vivent au quotidien le poids de la menace terroriste. Dimanche 18 juin, c'est Bamako qui, à nouveau, a été visé, et ce sont plusieurs de nos ressortissants qui ont été les victimes de cette attaque. Je veux d'ailleurs ici exprimer ma compassion aux victimes, à leurs familles, et rendre hommage aux forces qui sont intervenues. Et je sais le prix que paient les forces de défense et de sécurité de la région pour lutter contre ce fléau. Plus de 150 de leurs membres ont été tués, rien que depuis février, dont plus de 80 au Mali, 30 au Niger, 15 au Burkina Faso. Mais je veux aussi dire que ces attaques renforcent profondément notre détermination à lutter ensemble, de manière résolue, contre le terrorisme. Rappelons que les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel se sont réunis samedi à Bamako pour discuter des modalités de déploiement de la force conjointe et les conclusions de leurs travaux ont été soumises aux chefs d'État. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel, tenu ce dimanche à Bamako, avec comme principal point à l'ordre du jour la lutte contre le terrorisme dans la sous-région sahélienne. Le gouvernement du Mali, à travers son porte-parole, Abdoul Karim Konaté, ministre du Commerce, a tenu son traditionnel point de presse le jeudi 6 juillet à la cité administrative. L'objectif était de faire le compte-rendu du dernier conseil des ministres. À l'occasion, 2 autres ministres étaient concernés pour faire le développement de l'actualité au Mali. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et le ministre des Droits de l'Homme et de la réforme de l'État Kassoum Tapo. Ce dernier s'est prononcé sur l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur le référendum. Selon lui, la Cour a relevé un certain nombre d'insuffisances dans le nouveau projet. Effectivement, comme vous le savez, le référendum qui était prévu pour le 9 juillet a été renvoyé en raison du recours en inconstitutionnalité dont avait été saisie la Cour constitutionnelle par certains parlementaires. La Cour a donc vidé sa saisine en déclarant la loi conforme à la Constitution sous certaines réserves. Effectivement, la Cour, d'abord en examinant le recours de l'opposition qui était basé sur 5 moyens, en a rejeté 2 et retenu 3. La Cour a rejeté effectivement les 2 moyens essentiels qui étaient à l'appui de la requête de l'opposition, à savoir l'article 118 de la Constitution que tout le monde connaît maintenant et qui dit qu'il ne peut pas y avoir de révision lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale, et ensuite l'article 145 de la Constitution qui prévoit que le multipartisme, la forme républicaine et la laïcité ne peut pas faire l'objet de révision. C'est que le contraire avait prétendu l'opposition. Donc la Cour, en ce qui concerne l'article 118, a fait une argumentation remarquable. L'avis était très succinct. On sait que la Cour avait déjà donné son avis là-dessus. Mais là, elle a argumenté en analysant les 2 tentatives de révision qui ont eu lieu sous la Troisième République en 2000 et en 2011, ensuite les événements de mars 2012 et puis l'accord d'Alger. Quant à Abdoulaye Diop, il a fait le point sur le sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu à Bamako le 2 juillet dernier. Pour lui, ce sommet est un départ pour l'opérationnalisation de la force conjointe de près de 5000 hommes dans le cadre de la lutte contre les terroristes et les narcotrafiquants. Essentiellement, ce dont il était question à Bamako, c'était vraiment de marquer le coup et de faire en sorte que vraiment ce sommet extraordinaire puisse constituer le départ pour l'opérationnalisation de la force conjointe. Parce que depuis un certain temps, nous parlons de la force conjointe. Le 6 février, le sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à Bamako, à travers sa résolution numéro 1, les chefs d'État ont décidé de mettre en place une force conjointe de près de 5000 hommes, dont le mandat est essentiellement de lutter contre le groupe terroriste,
de lutter contre les trafiquants de drogue et les trafiquants d'êtres humains. Donc à partir de cet instant, les chefs d'État ont demandé que nous puissions avoir un mandat de l'Union africaine pour avoir la légitimité au plan continental et s'assurer que ce que nous sommes en train de faire est bien conforme à nos engagements par rapport à l'Union africaine qui a ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité qui prévoit un certain nombre de dispositifs dont la force africaine en attente et un certain nombre de dispositifs. Donc il fallait s'assurer que du point de vue continental, nous étions en ordre. Et ils avaient demandé aussi qu'après l'Union africaine, il nous fallait avoir un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. À partir de cet instant, je crois que ce qui était important, c'est que la France a montré son engagement. Ils sont présents sur le terrain à travers Barkhane, mais en plus de ça, ils ont décidé vraiment au plan politique d'être aux côtés des pays du G5 Sahel. Sur le plan militaire et opérationnel, ils ont décidé aussi d'engager des ressources importantes en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de partage de renseignements, en termes de coordination opérationnelle avec la force Barkhane qui est déjà sur le terrain, en engageant près de 8 millions d'euros pour cette année. Rappelons que ce point de presse est une initiative du gouvernement dans le souci de mieux édifier la population malienne sur les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, a organisé une conférence de presse le mercredi 5 juillet au siège de la structure à Bamako-Koura-Bolibana. Le but était d'informer l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévaut au sein de la dite coordination, à savoir le renouvellement de son bureau exécutif. Cette rencontre de la CAFO a pour objectif, selon les organisatrices, d'informer et d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les problèmes qui traversent la structure, notamment le renouvellement de son bureau exécutif après la nomination de son ancienne présidente à la tête du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Traoré Oumou Touré. Cette dernière n'ayant pas rendu sa démission aurait ainsi violé les statuts de la CAFO. Et cette situation fait suite à la nomination de notre présidente en la personne de Mme Traoré Oumou Touré comme ministre de la promotion de la femme et de l'enfant. De la date à ce jour, donc on pensait qu'il y allait y avoir une rencontre de bureau, je dis bien de bureau, pour qu'on puisse échanger et éventuellement voir qui sera quand même intérimaire avant vraiment le renouvellement du bureau. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Raison pour laquelle nous avons écrit une lettre pour la féliciter d'abord et ensuite la demander pour avoir les clés des locaux de la CAFO pour qu'on puisse vraiment travailler dans ce sens-là. Donc nous avons vu qu'il y avait toujours des blocages. Compte tenu aussi de la situation qui prévaut dans ce pays, nous n'allons pas nous lever et faire des histoires, mais nous allons continuer à voir les autorités de droit. Et cela nous a amené à rencontrer le directeur de cabinet du Premier ministre, en la personne de Amadou Touré, avec qui on a échangé pour qu'on puisse avoir la démission de la présidente, parce que c'est ce qui doit se passer. C'est après cette démission que nous, en tant que membres du bureau, nous allons nous rencontrer pour voir éventuellement l'intérimaire, soit la secrétaire générale qui est là-bas, mais qui est au service JR aujourd'hui. Après plusieurs tentatives pour convaincre Mme Traoré Oumou Touré de démissionner, la commission intérimaire prévoit d'autres actions si elle n'obtient pas gain de cause. La présidente a été nommée ministre. Jusqu'à présent, elle continue à gérer la CAFO. Les femmes vont forcer pour marcher. Après la marche, on va faire l'assemblée générale. Signalons que la présente conférence s'est déroulée en présence de plusieurs femmes venues dénoncer l'attitude de l'ancienne présidente de la CAFO. Remise de dons composés de vivres et argent en espèces aux veuves des militaires et la jeunesse de Kati. Cette belle initiative est l'œuvre du président du mouvement pour l'Union des Maliens, Cheikh Harouna Sangari. Cet après-midi, nous avons rendu visite aux femmes veuves de nos militaires tombés sur les champs d'honneur en défendant leur patrie. Ces femmes veuves, nous les avons rencontrées, nous avons lu sur leur visage vraiment des vies difficiles. Des vies difficiles parce que d'abord, ce sont des femmes qui ont perdu leur époux et dont vraiment les dépenses quotidiennes ne sont pas du tout faciles pour elles. Nous avons apporté notre petite contribution à ces épouses de nos forces armées, donc pour en guise de reconnaissance envers leurs époux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de l'intégrité du territoire national de notre pays. Et je profite
de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des filles et les fils du Mali qui ont les possibilités de soutenir ces femmes veuves, de le faire et très rapidement, elles en ont besoin. L'Association malienne des distributeurs et importateurs de poissons, AMDI, a organisé une séance d'information sur les difficultés liées aux taxes sur les importations au niveau de la douane. Le but est d'informer les consommateurs et d'interpeller le gouvernement sur cette situation que l'AMDI estime préoccupante. Selon les organisateurs de cette rencontre, les prix sur les taxes d'importation des poissons au niveau de la douane ont connu une augmentation dont ils n'ont pas été informés sur les raisons. Ils estiment que les clients se plaignent de cette situation. Vous savez, on a un problème au niveau de la douane. Avant, on faisait rentrer nos produits. Les camions remorques, on les faisait rentrer à 3 millions 200, à 1 million 900. Aujourd'hui, ils l'ont ramené à 3 millions 200. Les camions 10 tonnes, on les faisait rentrer à 1 million 050 000 francs. Aujourd'hui, ils l'ont ramené à 1 million 750 000 francs. C'est à cause de cette hausse-là qu'on a voulu organiser aujourd'hui une séance pour prouver notre mécontentement. Le lundi passé, ils ont fait sortir une note, soi-disant tous les camions en provenance du Sénégal, que ce soit un produit sénégalais ou un produit étranger, qui soit pris aux mêmes taxes que les autres produits. Un produit qui vient du Sénégal, ou un produit qui vient de la Chine, ou un produit qui vient du Maroc, que ce soit taxé au même prix. Or, le Mali fait partie d'une organisation qu'on appelle IEMOA. Il y a les chartes de l'IEMOA, il y a les conventions entre les États. Donc bon, avant, si les camions venaient de la zone IEMOA, c'est-à-dire par exemple comme le Sénégal, ils taxaient les 25 tonnes à 1 million 900. Aujourd'hui, de 1 million 900, ils se retrouvent à 3 millions 200. Maintenant, avant, ils importaient les 15 tonnes à 1 million 50 000. Aujourd'hui, de 1 million 50 000 sont à 1 million 750 000. Vraiment des augmentations aussi exorbitantes. Sur les commerçants, ça répercute sur les détaillants, les revendeurs. Chaque fois qu'on monte un peu les prix au niveau de la vente, les clients se plaignent. Ils se plaignent du fait que les prix augmentent de jour en jour. Au fait, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes des opérateurs, on amène, on revend. Les vendeurs de poissons, grossistes et détaillants sont donc sortis massivement pour lancer un cri d'alarme aux autorités pour demander une baisse des prix sur les taxes d'importation. Le complexe scolaire Rosier Abantara a fêté son 10e anniversaire le samedi 1er juillet à son sein à Sokorodji dans la commune 6 du district de Bamako. La cérémonie a été marquée par l'inauguration du grand théâtre Abdoulaye Diabaté. 2007-2017, 10 ans d'existence du complexe scolaire Rosier Abantara. 10 ans que cet établissement scolaire contribue à la formation des futurs cadres de ces pays. Né d'un partenariat maliano-suisse, dite École Nouvelle pour le Mali, les rosériens du Mali et de la Suisse sont sortis massivement pour embellir davantage leur fête. Il y a 13 ans, M. Philippe Gudin, mon directeur à l'époque, nous a fait part de son intention de créer un partenariat, une école sœur avec le Mali. Et nous avons été quelques professeurs à nous intéresser à cette idée. 13 ans après des voyages de 1 ou 2 voyages par an, j'ai appris à mieux connaître le Mali. Et je dois dire qu'aujourd'hui, le Mali, Bamako, le Rosier Abantara font partie de mes pensées quotidiennes. Je vous adresse, chers responsables et professeurs de Rosier Abantara, mes félicitations pour tous les efforts déployés et les résultats obtenus. Nous le savons tous, la réponse aux angoisses liées à l'avenir de nos enfants, de nos économies, de la paix, repose sur la qualité de l'éducation que nous offrons aux enfants qui nous sont confiés. Nous ne pourrons jamais nous contenter de l'à peu près et du médiocre. Chaque jour doit apporter des solutions à nos questions, solutions qui exigent que nous soyons curieux, ouverts et imaginatifs. Un sentiment de fierté pour les rosériens du Mali. Cette année, l'école ajoute un cachet particulier à ses commodités à travers l'inauguration du grand théâtre Abdoulaye Diabaté, une icône de la musique malienne. La fête, elle se passe très bien. Nous nous amusons beaucoup. Depuis le matin, nous sommes là, comme vous pouvez le voir. Il y a les enfants qui s'amusent partout. Il y a eu des jeux de kermesse, d'intelligence, d'agilité. Il y a eu plein de jeux. Maintenant, il y a une organisation derrière qui se passe très bien d'ailleurs. Il y a eu une discipline vraiment très élevée.
les enfants ils étudient et tous les moyens sont donnés pour faire cela. Je souhaite une très longue vie à Rosia Bantara et je veux que chaque année ce soit comme ça, que je ne sois pas là ou que je sois là. J'espère que chaque année on sera là pour fêter ce genre d'événements. Tout ce que je peux vous rassurer et tout ce que je peux vous dire pour réconforter encore votre confiance, c'est qu'à partir de ce moment, c'est un nouveau départ qui est parti de Rosia à Bantara. Vous allez voir, entendre et recevoir tout ce que vous n'avez jamais obtenu dans le cadre de l'éducation au Mali. C'est promis, rendez-vous les 10 autres années. Kermesse, jeux, sketchs, divertissements humoristiques, prestations d'artistes et coupures du gâteau d'anniversaire ont été les temps forts de la journée. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision.